Jean Moulin. C'est un Youpi. Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'APNIX, émission du journal international sur votre radio étudiante préférée, le 3e lieu. Aujourd'hui, c'est pas une émission comme celle que vous connaissez d'habitude. Et oui, aujourd'hui, on se retrouve pour une émission spéciale foot, tout en restant bien sûr dans notre zone d'Amérique latine. Bon, vu que c'est une émission spéciale, c'est pas exactement la même équipe que d'habitude. J'ai quand même avec moi Titouan Boulanger et Paul Robillard, des habitués. Salut. Salut. Ouais. J'ai aussi avec moi alors Mathieu Olanier que vous connaissez, mais qui a switché d'équipe pour l'occasion. Salut Mathieu. Salut. Et puis enfin, émission spéciale, on a aussi des invités, Louis Ravier et Maxime Desoisières. Oui, salut à vous deux. Et bonjour à tous. Bienvenue. Et donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va vous parler de foot. Alors sport majeur en Amérique latine, et oui, même si ce sport est né en Europe, le foot s'est pas mal développé sur ce continent, une culture de masse spécifique avec une grande puissance, ce qui va même parfois amener des gens à dire que c'est le véritable continent du football. Alors dites-moi rapidement chacun de vous de quoi vous allez parler. Maxime par exemple. Alors moi je vais parler de la plus grande confrontation qui existe dans le monde et en Amérique latine plus précisément, donc c'est entre Boca Juniors et River Plate, deux équipes d'Argentine. Ok, et Louis, toi tu nous parleras de quoi? Moi je vais vous parler de l'équipe nationale d'Uruguay et son histoire. Et Mathieu? Joga bonito, et Brasil. Titouan? Et moi, je vais vous parler de Lionel Messi. D'accord, et enfin Paul. Je vais retracer l'histoire de l'équipe de Colombie. D'accord, d'ailleurs je vais te laisser commencer, mais avant... Imprégnez-vous de cette culture forte. C'est l'hymne de la Colombie. Alors l'histoire de la sélection colombienne débute en 1938. La sélection au Toucan, oui c'est pas l'emblème le plus glorieux, s'incline alors face au Mexique sur le score de 3-1. Les Colombiens se contenteront ensuite de quelques matchs d'exhibition et ne rejoueront ensuite qu'en 1945. Ce sera à nouveau un échec car les Colombiens s'inclinent à nouveau, cette fois face à l'Argentine, sur le score correct de 9-1. Le premier match de la Colombie dans le monde professionnel a lieu en 1949, sous la houlette de l'entraîneur Friedrich Donnenfeld, qui est un réfugié juif autrichien de la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, c'est important de le préciser, ça ne sera pas couronné de succès. Pour sa première participation au championnat d'Amérique du Sud, l'ancêtre de la Copa América, la Colombie finit 8e et bonne dernière de la compétition. En 1948 est créée la Ligue de football professionnel colombienne. Et quel fin connaisseur autour de la table pourrait me donner son nom du coup? Le nom de la ligue? Oui. Personne n'a la moindre idée. Alors il n'y a pas des fins Ligue des connaisseurs ici, clairement. Je dirais la Ligue colombienne Conforama. Ça c'est très très bien ça. Non, donc ça s'appelle la Di-Mayor. Le lancement ne sera pas vraiment glorieux. À cause d'un conflit avec la Ligue amateur colombienne, la FIFA interdit provisoirement à l'équipe nationale de Colombie et au club colombien de participer aux compétitions internationales. Ça sera un mal pour un bien pour le football colombien, car avec cette interdiction, les clubs peuvent recruter des joueurs dans les clubs étrangers sans avoir à verser la moindre indemnité de transfert. Les dirigeants des clubs colombiens ne vont alors pas se gêner pour offrir monts et merveilles aux stars du continent pour les faire venir. La Colombie est alors surnommée l'Eldorado du football, une espèce de paradis monétaire et footballistique. Pour en savoir plus sur l'Eldorado, il y a eu une super chronique dans la dernière émission sur l'Amérique du Sud de l'APNIX, je vous la conseille. Merci Paul. C'est sa propre pub. Exactement. Ah attends, c'est une super chronique. Le plus célèbre footballeur à céder à l'appel de la Colombie sera Alfredo Di Stefano. Bon, vous savez bien combien il a gagné de ballons d'or, Di Stefano? 3. Perdu. 4. Et oui, Mathieu Olanier, le meilleur. Bon, donc Di Stefano, c'est quand même 2 ballons d'or, 5 Ligues des Champions et 308 buts en 396 matchs au Real Madrid, qui est quand même un moins bon club que le Barça. C'est dans cette période que le football va vraiment trouver une place importante dans le cœur des Colombiens. La passion pour le football permettra à beaucoup de Colombiens de trouver une échappatoire à la souffrance qui règne dans le pays. En effet, ce qu'on appelle la violencia, une guerre civile, fera 300 000 morts dans le pays entre 1948 et 1960 pour des raisons idéologiques et politiques. Puis la période de l'Eldorado footballistique finit par se tasser et les stars repartiront dans des championnats plus renommés. Mais le football avait maintenant sa place en Colombie. En 1958, la FIFA lève les sanctions à l'encontre de la Colombie, mais celle-ci ne parvient pas à se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais au niveau international, du coup? C'est en 1962 que la tricolore, qui est le surnom de la Colombie, de la sélection colombienne, fait ses premiers pas sur la scène internationale. Ce ne fut cependant pas couronné de succès avec des défaites contre l'Uruguay, Louis, je te laisserai en parler, et la Yougoslavie, ainsi qu'un match nul face à l'Union soviétique. La Colombie n'a pas brillé, mais a montré aux enfants de Bogota, Medellín ou Popayán que c'était à eux d'écrire l'histoire de leur sélection. En 1975 a lieu la première Copa América de l'histoire. Phase de poule, match aller-retour et terrain neutre. Il est temps pour la Colombie de briller.
Ernesto Diaz enchaîne les buts et permet facilement à la Colombie de dominer le Paraguay et l'Équateur et de se qualifier pour les phases finales. La Colombie bat l'Uruguay, je te laisserai en reparler Louis, tenant du titre en demi-finale et emmène tout un peuple jusqu'à la finale continentale. Pour montrer votre grande culture générale, vous allez bien me dire qui affronte la Colombie en finale de la première Copa América. J'aurais dit L'Uruguay. l'Argentine. Ils se sont fait éliminer en demi-finale Le si Chili. t'avais écouté. Le Chili. Non, Le Brésil. non, c'est un plus petit pays. Ça sera contre le Pérou. Le match aller est gagné par les Colombiens à Bogota et le match retour par les Péruviens. Ce serait trop facile de faire juste des prolongations ou des tirs au but, n'est-ce pas? Du coup, les deux équipes se retrouvent une semaine plus tard à Caracas pour un ultime match en terrain neutre. Malheureusement, Ernesto Diaz reste muet et le Pérou s'impose 1-0. Bon, donc la Colombie, c'est quand même pas fameux au niveau des trophées. Non, c'est pas fameux pour l'instant, mais c'est vrai que les Colombiens sont une fois de plus confrontés à la défaite. Mais une jeune génération de joueurs est maintenant prête à prendre le relais, la génération dorée. En 1990, cette génération explose enfin et a tout pour réussir. Carlos Valderrama, la tignasse blonde la plus célèbre de l'histoire du football, mène le Qu'est-ce qu'il jeu. était beau. Il était beau gosse, hein. Il faisait même jalouser Pogba de sa coupe de cheveux. Et le coup du scorpion. Il Ça était aussi beau. arrive, ça arrive. Oh. Donc Carlos Valderrama mène le jeu au sein d'une sélection qui pratique un style de jeu totalement nouveau à l'époque, le toqué. Et oui, ce n'est pas l'œuvre de Guardiola. Ce jeu qui consiste à enchaîner les passes courtes, le plus souvent en une touche de balle, est l'œuvre du sélectionneur de l'époque, Francisco Maturana. Dans la cage, René Higuita assure lui aussi le spectacle avec son fameux arrêt en coup du scorpion. À la Coupe du Monde 90, la Colombie a réussi à se qualifier à la toute dernière seconde face à la RFA de l'époque, grâce au duo Valderrama-Rincon qui inscrit un but à la 94e minute. Malheureusement, en huitième de finale, Valderrama doit s'incliner face à une légende d'un autre continent, la légende du Sénégal, qui est Sadio Mané, je sais, mais un autre. À l'époque 94. Meilleur joueur. Non, le joueur du PSG. Non. Celui qui joue au PSG. C'était ouais. Une vraie Non, non, légende je ou, pensais à tu Okocha. sais Ah, pas, c'est une vraie légende. Il y a même eu une chanson récemment sur lui. La légende. mais oui. MHD là. Oui. Alors Roger Mila. Exactement. Roger Il est Mila, fort, Je aujourd'hui. représente. Roger Mila élimine donc la Colombie en 1990. En 1994, les Colombiens veulent marquer le coup et c'est chose faite. Pour le dernier match de qualification face à Buenos Aires, on assiste à l'apothéose du toqué colombien. La Colombie inflige à l'Argentine la plus grosse défaite de son histoire à domicile en les battant 5-0 à Buenos Aires. Ils se présentent donc à la Coupe du Monde comme un sérieux prétendant. Pelé les considère même comme les favoris de la compétition. La pression est donc énorme sur les épaules des cafeteros. La Colombie perd son premier match de poule contre la Roumanie. Maturana reçoit alors des menaces de mort en raison de la titularisation de Gabriel Gomez. Autant dire que ça déconne pas au niveau des supporters de la Colombie. Le sélectionneur décide de prendre ses menaces au sérieux et évince Gomez de son 11 de départ au profit de Gaviria. C'est pas fini, hein. C'est le début de l'histoire. La Colombie s'incline pour son deuxième match face aux États-Unis à cause d'un but contre son camp d'Andrés Escobar. Ah, il va mal, ça va mal se terminer pour lui. Il s'appelait déjà Escobar, c'était mal parti. Et la Colombie est donc éliminée. Le pire but de l'histoire du football? Certainement oui. À son retour au pays, Escobar sera tué à la sortie d'un restaurant de Medellín. C'est horrible. Je rigole, mais c'est horrible. Pour l'anecdote, il avait dit suite à son but contre son camp: « Je peux vous assurer que rien d'étrange ne s'est passé dans notre groupe au mondial. Nous avons simplement touché le fond. À bientôt, parce que la vie ne s'arrête pas là. Oh non. Voilà. C'est fort. Il avait provoqué le destin. C'est fort. Une minute de silence, s'il vous plaît. Ça sera bon pour l'instant. En 2001, la Colombie remporte son premier et unique titre majeur avec la Copa América, mais ce titre a plus un goût dommage pour Andrés Escobar que celui d'un vrai triomphe pour le football colombien. Ivan Cordoba inscrira le seul et unique but de la finale, et petit clin d'œil historique, cela face au Mexique, premier adversaire de la sélection colombienne en 1938. Et aujourd'hui, la Colombie, ça donne quoi? Et bah depuis, la tricolore stagne. Le manque de constance dans les résultats ne permet pas à l'équipe colombienne de s'imposer comme l'un des gros poissons du football mondial. C'est une équipe capable de surprises comme en 2014 où James Rodriguez avait éclaboussé de son talent le mondial en finissant meilleur buteur de la compétition. La Colombie a cependant un réservoir de jeunes joueurs à faire pâlir la plupart des sélections de la planète. Les Davinson Sanchez et Yerry Mina n'ont pas à rougir face à la concurrence au niveau mondial à leur poste. Petit James est aussi devenu grand et a maintenant les clés du jeu de son équipe. De plus, les joueurs plus expérimentés comme David Ospina et Luis Muriel sont maintenant capables grâce à leur expérience de cadrer les jeunes pousses. La jeune génération peut aussi faire confiance à un entraîneur de qualité et il connaît bien le milieu et le contexte dans lequel il évolue, José Pekerman. L'élimination au tir au but en huitième de finale de la dernière Coupe du Monde ne rend pas service à l'image des cafeteros. La Colombie est une équipe prometteuse, suivie avec passion, trop parfois, et qui rêve de faire vibrer tout un pays gangréné par la corruption, le trafic de drogue et les crimes en tout genre. Les cafeteros n'ont donc pas une mission simple, mais c'est à Rames et aux siens qu'il convient de ramener peut-être un jour la Coupe dorée, l'Eldorado. Petit clin d'œil à notre émission d'avant. Exactement. Allez tous écouter l'émission sur les C'était mythes très et beau. croyances. D'ailleurs, dans cette émission d'avant, Paul fait une super intro des mystérieuses cités d'or. Alors, Exactement. faut vraiment aller écouter. Est-ce que tu veux nous le refaire C'était trop travaillé, j'ai perdu tout ce que... Du coup, on va continuer notre petit voyage dans ce continent. On va aller bien plus dans le sud. On va s'intéresser
à l'Argentine. Oui, c'est ça, on va faire à peu près 2000 km pour joindre la Colombie et l'Argentine. Parfait, bah dis-nous tout, Maxime. Waouh! Il est là. Donc on va rejoindre le pays du grand Lionel Messi, donc sur lequel on va faire une chronique tout à l'heure. Parfait. Mais pour le Double moment, transition, hein, il est là. Il est fort. Il est excellent. C'est lui la meilleure recrue du mercato. Non. 2 millions. Pour le moment, on va plus s'intéresser à deux équipes de ce championnat argentin. Donc c'est Boca Juniors et River Plate. Donc c'est deux équipes qui attisent les passions, mais aussi beaucoup de violence autour de ces deux équipes. En Argentine, avant même de se connaître, donc il est coutume de se demander quelle équipe on supporte. Donc je vais vous demander par exemple quelle équipe vous êtes plus à même de supporter. Boca parce qu'il y a Carlos Tevez. Moi, quand j'étais petit, j'étais plus Boca juste parce que je trouvais leur maillot plus beau. Mais Oui, comme tout le monde à peu près, c'est vrai. Plus je suis River maintenant. Personnellement, River parce qu'ils ont gagné le dernier Super Classico. donc Logique. Le coup évidemment, on va fixe. toujours Non, chez Team Boca, les gagnants Team Boca, ça bouge quand pas. on est invendu. Et Aya. Team Boca. Team River. Yes. Oh non. Donc dans ce pays, le football est une religion. Les deux clubs de Buenos Aires divisent autant qu'ils attisent les passions. En effet, c'est sans doute la plus grande rivalité qu'il existe sur la planète football. Donc les deux clubs sont centenaires et ont été créés à l'origine dans le quartier de Boca. Ce fait historique que peu de personnes connaissent est une cause de la racine de leur rivalité. Ils ont beaucoup de similitudes. Ils sont fondés par des classes populaires et composés par des joueurs d'ascendance italienne. Mais au fil des années, l'animosité s'est développée. River, dans son histoire, a déménagé à Recoleta puis à Núñez. Ces déménagements successifs ont vite polarisé l'antagonisme sur le terrain social cette fois. En effet, Boca, c'est le club des classes populaires et ouvriers, alors que River s'est embourgeoisé et c'est celui des classes aisées. En effet, la Recoleta, c'est un quartier d'inspiration française avec une architecture d'inspiration parisienne et haussmannienne. Núñez, quant à lui, est le quartier de la grande bourgeoisie de Buenos Aires. Ce fait sociologique a renforcé cette rivalité. Donc ces deux clubs-là, c'est le fer de lance du football argentin. En témoigne le slogan de Boca, la mitad más uno, que l'on peut traduire littéralement en 50% plus 1, en référence à la majorité politique du fait qu'ils sont plus nombreux lors des élections et donc qu'ils ont la majorité. Et du coup, comment tu décrirais le Super Classico? Donc le Super Classico, c'est le nom qu'on donne à cette rivalité, comme le derby en France entre Lyon et Saint-Etienne par exemple. C'est le match... Les Guingamp aussi. Le plus connu, je parle. Hein. Donc c'est le match qu'on n'a pas le droit de perdre dans une saison. Souvent, si l'une des deux équipes rencontre un semestre difficile mais qu'elle remporte le Super Classico, alors le semestre est sauvé. Le Super Classico est aussi une source inépuisable d'anecdotes toutes plus incroyables les unes que les autres. T'en as quelques-unes comme ça en tête? Je peux vous raconter par exemple celle entre River et Boca donc au Monumental, c'est le stade de River Plate, qui a vu naître une des plus grandes humiliations de supporters que le monde footballistique n'ait jamais connue. À l'époque, le déplacement des supporters visiteurs était autorisé, comme en France. Les supporters de River avaient confectionné... Il défend sa propre cause. Le message. Et donc les supporters de River avaient confectionné un cochon géant gonflé à l'hélium qui revêtait le maillot de Boca. Ils l'ont mis devant le parquage visiteur. Oh, de la frappe. Mais le choix de cet animal, c'est pas anodin, puisque les supporters de Boca sont surnommés par ceux de River les bosteros, donc les bouseux. La classe. Ça, c'est mature. Donc les bouseux, donc ça renvoie donc à l'image du porc et son environnement vaseux. Il part sur une chronique documentaire. Le porc en Argentine. Donc les supporters de River chambrent aussi en se pinçant le nez. Donc il y a d'autres anecdotes, comme par exemple en 2015, le dernier duel avant celui de cette année entre ces deux équipes, en Copa Libertadores, a dû être interrompu à la pause après que les joueurs de River aient été aspergés par un gaz irritant à la Bombonera, le stade de Boca. Donc River a fini par se qualifier sur tapis vert, c'est-à-dire sans terminer la rencontre, juste en disant qu'ils ont gagné à cause de faits qui sont intervenus durant la rencontre. Et est-ce que tout ça, ça a de l'influence uniquement sur le monde sportif? Alors non, c'est ça qui est assez exceptionnel dans ce pays, c'est qu'il est intéressant de dire que cette rivalité, elle fait parler jusqu'à dans les plus hautes sphères de l'État. En France, on n'imagine pas du tout Emmanuel Macron, supporter assumé de l'OM, insulter Thomas Tuchel, le coach du PSG. Alors il y en a qui ont bien envie de l'insulter. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. 5-0 là, on l'a. On est encore là. Et donc les choses sont radicalement différentes en Argentine. En effet, la ferveur du Super Classico a gagné le palais présidentiel. L'ancien patron de Boca Juniors entre 1995 et 2007, c'est le président argentin Mauricio Macri. Il s'est signalé par un énorme dérapage après avoir traité de gros cul l'entraîneur des River Plate, Marcelo Gallardo. Après, c'est peut-être vrai, J'adore, le président de la République. C'est comme si on avait Jean-Michel Aulas président. C'est ça, exactement, qui tweet. Oh, il ferait des batailles de tweets avec Donald Trump, ça serait énorme.
va finir ces anecdotes en disant que donc, cette chronique, c'est pas un hasard, parce qu'en effet, il y a quelques semaines se déroulait le match retour de la finale de la Copa Libertadores entre vrai les deux frères ennemis du football argentin. Pour la première fois de leur histoire, les deux clubs de Buenos Aires, Boca Juniors et River Plate, se sont affrontés en finale de la Copa Libertadores. Avant cette finale en 2 actes, qui était la dernière dans cette forme avant que la Copa Libertadores adopte un mode de finale à match unique, les deux présidents avaient appelé au calme dans un communiqué commun. Il va y avoir des morts, redoute Pablo Carrozza, un journaliste. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais il va y en avoir, car même s'ils mettent en place une énorme opération de sécurité à Buenos Aires, les supporters peuvent s'entretuer dans n'importe quelle ville du pays. Le pire, c'est que Pablo Carrozza avait presque vu juste, et quelques jours avant la première rencontre ait lieu. À quelques jours du match aller, le dénommé Arturo s'est lancé dans un débat avec Oscar, son ancien beau-frère et ami, autour du Super Classico. Jusqu'ici, rien de bien méchant. Mais le ton est rapidement monté entre les deux hommes, jusqu'au point de provoquer une immense colère chez Oscar qui a décampé pour aller récupérer ses affaires. Arturo était venu passer le week-end chez lui. Seulement, le propriétaire des lieux a eu la mauvaise surprise de retrouver sa maison en flammes à son retour. Donc ça rigole pas, c'est sûr. Ouais, c'est... Tout ça est très excessif, en effet. Mais bon, on respecte, hein, chacun ses croyances, j'ai envie de dire. Il y en a qui... Il y en a qui font plus pour moi que ça. Alors maintenant, donc, je vais vous parler plus précisément donc, de la finale de la Copa Libertadores qui s'est libérée il y a quelques semaines, donc en match aller et retour. Donc il y a eu aussi son lot d'anecdotes et de rebondissements. En effet, dès le début, le ciel avait promis de trembler à Buenos Aires, lors de la finale aller de la Copa Libertadores. Le bulletin météo annonçait des averses et des orages. Pour la rencontre la plus attendue du football argentin, lors du match aller de la finale. La météo ne s'est pas trompée, en effet le Super Classico a finalement été reporté au jour d'après pour cause de pluies diluviennes qui s'abattaient sur la ville depuis quelques heures. Le match a été reporté alors qu'il y avait déjà 53 000 supporters qui étaient en place depuis au moins 4 heures dans le stade, et la plupart des supporters ont refusé de quitter le stade directement en espérant que la rencontre ait finalement lieu. Donc pour ce match, Boca Juniors et River Plate se sont quittés sur un score de parité de 2 partout. Ça s'est disputé à la Bombonera, le stade de Boca Juniors. Dans ce match, River Plate est revenu 2 fois au score, mais avait pris une légère option sur la victoire avant le match retour au stade Monumental. Donc avant le match retour, le bus de Boca Juniors avait été attaqué par des agresseurs se réclamant de River Plate, au moment où le bus se dirigeait vers le stade Monumental. Le capitaine de Boca, Pablo Pérez, avait dû se rendre à l'hôpital pour recevoir des soins à l'œil, irrité par des gaz employés par la police, encore eux. Ces incidents avaient entraîné un premier report avant que les dirigeants... Oh la polémique. Avant que les dirigeants du club visités en obtiennent un report à une date ultérieure en plaidant l'inégalité des conditions de jeu. La Confédération sud-américaine du football a officialisé la nouvelle. La finale retour de la Copa Libertadores entre River Plate et Boca sera jouée... Vous savez où elle a été jouée cette finale retour ? À Madrid. Santiago Bernabéu. C'est ça. Elle a été jouée le 9 décembre à Madrid au stade Santiago Bernabéu afin d'éviter tout débordement. Lors du match retour, après 90 minutes, les deux équipes n'avaient toujours pas réussi à se départager. Les prolongations avaient bien lieu, et Boca entamait très mal cette période avec l'expulsion d'un joueur. À 10 contre 11, l'équipe de Boca cédait à la 109e minute sur un éclair de génie signé Juan Carlos Quintero. Non, Juan Fernando. C'est Juan Fernando ? c'est exact. Donc cet ancien joueur du Stade Rennais, hein, donc dédicace au Stade Rennais. Le passage était terrible, hein, parce que je suis peut-être la seule personne en France à supporter le Stade Rennais. Oui, c'est possible. Ah, terrible. C'était terrible, le passage. Ça aussi, c'est terrible. Bah là, il a vraiment bien débloqué Pire la que Gourcuff, situation pour River Plate. Ah bah Gourcuff. Il est beau, mais... Ça, c'est Donc, vrai qu'il est beau. En toute fin de match, alors que... Ouais, Maxime Il veut prendre la place de Karine Ferry, ça va dire. Donc en toute fin de match, alors que le gardien de Boca était monté pour tenter sa chance, Martinez entérinait les espoirs de victoire en marquant le but dans le but vide à la 120e minute. Donc c'est 247 et 248e Super Classico entre les deux rivaux historiques de la capitale. 88 remportés par Boca, 82 par River Plate et 79 matchs nuls ont pris des airs de Hyper Classico tant leur ampleur de l'événement a mobilisé dans le monde entier. Bah, merci beaucoup Maxime. Et d'ailleurs on va rester un peu en Argentine parce que Titouan va nous parler de sa plus grande star, Messi. Qu'est-ce que tu vas nous dire dessus alors ? Alors, je vais essayer de vous dire un peu de choses sur Messi parce que c'est peu dire que mon périple dans l'objectif suprême de la rédaction d'une chronique pour aujourd'hui a été semé d'embûches. Certains appellent ça de l'écriture, moi j'appelle ça sauver les meubles. En effet, j'avais quelques idées, mais sur le Brésil, j'ai dû laisser place à l'enfant des favelas, Mathieu, et je dois avouer que sa ferveur et sa connaissance, je pense, lui donnent raison au final. Il m'a donc fallu en catastrophe trouver un sujet hier soir.
le pays mythique déjà pris, le style de jeu de l'Uruguay déjà pris, le match de légende déjà pris. Il me restait plus qu'une option, vous raconter mon amour pour un joueur. Donc tu t'en fiches de la chronique de Paul Macron. Non mais c'est Rien sur la Colombie, visiblement. ça sautait moins aux yeux quand j'ai réfléchi à J'ai une cru que chronique c'était de ça la le pays Colombie. mythique au début, je dis waouh. On va voir. Non, ça me sautait moins aux yeux. C'est-à-dire que l'Uruguay et le Brésil, ça me parlait un peu plus que la Colombie. Donc il me restait l'option de vous parler d'un joueur. Donc égaré entre l'évidence qu'il me fallait absolument quelque chose d'à peu près rédigé pour venir ici et la perspective que mon nombre d'heures de sommeil hier soir équivaudrait rapidement au nombre de matchs réussis par l'OM depuis septembre, je devais trouver ce joueur. Joli. Alors j'aurais pu vous Maxime parler aime ça. des déboires de l'iconique Rafa Marquez avec les autorités américaines, du sens du but du Dracula de Montevideo Luis Suarez, des arabesques magnifiques de Ronaldinho, des kilos en trop de Roberto Carlos et Ronaldo qui seront bientôt plus larges que grands. Mais l'Amérique du Sud est suffisamment vaste pour quiconque cherche un joueur à étudier, surtout quand on veut taper dans l'improbable. Mais c'est finalement l'évidence qui a pris le pas. Parler de Lionel Messi, en bref, parler du meilleur joueur du monde. Sauf si certains sont plutôt CR ici. D'accord. Mais... Complètement d'accord. Ici, c'est très Voilà, merci. Metz Club. Ouais, je vois ça. Je crois qu'on sera tous d'accord avec Et ça. c'est sans doute le plus grand joueur que j'ai vu jouer du haut de mes petits 17 ans. Alors après tout, à toujours esquiver l'évidence pour être original, c'est peut-être revenir à l'évidence qui devient inattendue. Lionel Messi naît en 1987 à Rosario, en Argentine, dans une famille modeste, parce que tous les grands joueurs naissent dans des familles modestes, c'est pas drôle s'ils sont riches. Pas Johan Gourcuff. Pas Adrien Rabiot. Pas Johan Gourcuff. Le Duc. Très timide et réservé, le gamin se révèle déjà transfiguré avec un ballon dans les pieds, seul moyen d'expression pour lui. Rapidement repéré par les clubs argentins, il rejoint le Newell's Old Boys, donc le club de sa ville, dès ses 7 ans. Là, sa patte gauche merveilleuse retourne tout et met sur le cul un paquet d'Argentins, qu'ils soient défenseurs, spectateurs ou même coéquipiers, enfin surtout défenseurs. Le petit Léo a de l'amour à revendre aux footeux. Mais comme rien ne se passe jamais parfaitement, il faut ajouter un peu de mélodrame à l'histoire d'un joueur pour qu'elle devienne crédible, et le petit Léo, il est vraiment petit en fait. Une anomalie dans ses hormones de croissance est repérée par un médecin argentin et le gamin de Rosario nécessite de lourds traitements, sans quoi son avenir pourrait rapidement passer de courir avec le maillot de l'Argentine dans les plus grands stades du monde en comptant avec passion ses buts, à courir en marinière dans un fort charentais en comptant avec un peu moins de passion le nombre de clés qu'il reste pour gagner des boyards. Alors là, les passions se déchaînent. Oh là là, terrible, J'ai pas osé. J'ai bien réfléchi à celle-là, bon, allez. C'est un contender maintenant ici. Alors les passions se déchaînent. D'aucuns voudraient que face au coup mirobolant des soins couplés à une Argentine empêtrée dans une sale crise économique, ce soit le FC Barcelone qui, séduit par le talent magnifique du garçon, ait pris en charge une grande partie des traitements. L'histoire est belle et elle forge le début d'un amour idéal entre Messi et le meilleur ami du PSG, mais elle est contestée aujourd'hui puisque l'Argentine aurait en réalité bel et bien payé la quasi-totalité des soins à son prodige. Donc comme quoi des fois un peu de storytelling ça fait pas de mal pour une carrière. Qu'importe, le roi Léo, qui n'est alors qu'un tout petit prince, débute son idylle barcelonaise. Le début de son idylle avec le monde entier en fait. Lionel va passer dans toutes les catégories de jeunes comme une tornade impatiente, juste le temps de devenir pote avec des petits joueurs genre Piqué ou Busquets. Il devient le plus jeune joueur à marquer avec les pros du Barça et malgré les avances de la belle espagnole, il défend dès les sélections de jeunes son Argentine natale, mais son histoire avec l'Argentine on en reparlera un peu après. Et c'est là que je suis un peu dans la merde parce qu'en fait j'ai plus que des notes, donc ce sera un peu en freestyle. Donc à partir de ce C'est moment-là... déjà très beau ce que t'as fait, je te le dis. Passe-partout, j'ai adoré. Messi, à partir de ce moment-là, développe son éclosion européenne avec des victoires notamment en Ligue des Champions. Il réalise un incroyable quintuplé avec Guardiola. Et c'est au fil des repositionnements tactiques qu'il va finalement se révéler, puisqu'il avait commencé à gauche, en concurrence avec le mémorable Ludovic Giuli. Et on comprend quand même qu'il ait rapidement pris sa place. Et c'est avec des repositionnements tactiques, donc d'abord par Frank Rijkaard, je ne sais jamais prononcer, qu'il décide de le mettre plutôt à droite pour entrer sur son pied gauche. Et ensuite Pep Guardiola qui décide de le mettre en numéro 10 pour que ce soit un peu plus déstabilisant et qu'il arrête de faire des Robben, c'est-à-dire rentrer sur son pied gauche et tirer en lucarne. Même si ça marche toujours avec Robben. Hein. Ça marche. J'ai jamais compris pourquoi les pélos l'arrêtaient pas avant qu'il tire, mais bref. Ah, tu verras une fois quand tu seras sur un terrain C'est construit. comme- Ouais, c'est vrai. Tu rigoles à moi. C'est comme Bertrand Traoré, hein, ça marche toujours. quoi Ouais, qu'il en arrive. France, on a la Tauvin Pas dans le grave. style. Ah bah Robben Traoré. On a quand le même. feu follet burkinabé. Donc Messi construit petit à petit sa légende avec le Barça. 5 ballons d'or d'affilée, des qualités incroyables. Notamment, moi, une qualité qui saute aux yeux cette année, qui se révèle de plus en plus, c'est sa qualité sur coup franc. C'est assez incroyable. C'est le joueur qui a marqué, je sais plus depuis quand, mais c'est en gros, à lui tout seul, il a marqué plus de buts que n'importe quelle équipe sur coup franc. Et c'est assez incroyable parce que quand on parle de grands tireurs de coup franc, on pense souvent, bien sûr, à Juninho, à des plus vieux joueurs, mais on oublie souvent parce que Messi est un joueur incroyable, que c'est un tireur de coup franc assez exceptionnel. Pas à la même époque, on le verra quand il aura terminé sa carrière. aussi. Ouais, mais C'est c'est souvent après c'est vrai guerre, que souvent, quoi. mais c'est vrai que Juninho ça reste quand même assez Mm. inatteignable, surtout quand on est lyonnais de cœur, quoi. Exact. Et surtout, Messi se construit par rapport à la rivalité avec Ronaldo. Alors là, je sais pas si je pose un peu le débat, mais certains pensent que Ronaldo serait pas le même s'il avait pas eu cette rivalité avec Messi. Moi, je pense que Messi aurait été le même parce que CR7, c'est un peu grâce à Messi qu'il en est là.
parce que finalement c'était un bon joueur, un jeune talent, mais il lui a fallu un peu une rivalité pour forcer son travail, pour devenir la bête à suis stats qu'il a d'accord. aujourd'hui. Alors Je que suis pas Messi, vraiment d'accord. c'est quasiment que du talent, et je pense que tout seul il aurait pu s'en sortir, et que Ronaldo, il aurait fallu quelque chose pour se motiver. Je suis pas sûr que Ronaldo il ait besoin de motivation. Hein. Et moi, je pense que quoi qu'on en dise, Messi, il a quand même été. Il y a forcément une influence qui est exercée par Ronaldo sur Messi et inversement. Enfin, Non, c'est sûr. C'est tellement médiatique, c'est tellement la plus grosse rivalité du football. Enfin, même si t'es un peu renfermé, t'as un talent brut et tout, je pense qu'il y a quand même un minimum d'influence et d'envie de battre l'autre. Enfin, c'est normal. C'est vrai, et puis ça crée la légende aussi que on a vécu avec Ronaldo et Messi. Federer est L'affrontement meilleur que Nadal. idéologique. Oui. Naruto et Ça Sasuke. n'a rien à voir. Je te laisse dire quand même. Et donc Messi, je vous ai conté un peu son histoire magnifique avec le FC Barcelone, parce que c'est vrai que c'est sûrement une des plus grandes carrières en club qui n'ait jamais été faite, mais ce qui manque à Messi, et je pense que vous serez d'accord aussi, pour être désigné comme un des plus grands joueurs de tous les temps, c'est peut-être un palmarès à l'international, parce que finalement Messi avec l'Argentine, ça ressemble à peu près à pas grand chose en fait. Malgré les grands joueurs qui l'entourent, des Higuaín, quand on parlait de Kilo entre autres tout à l'heure, on Gros y revient. C'est ça, J'aurais gros plutôt joueur. pensé à Agüero ou Di Maria. Agüero, Di Maria, des kilos en moins pour le coup. Dybala, Pastore, enfin bref, des joueurs de talent quoi. Mais Messi n'a jamais réussi, contrairement à Ronaldo, à remporter un titre international. Pourtant, il en a fait des finales Il de avait Copa. pas l'air dans son équipe en Trois même finales temps. perdues quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, 3 finales perdues. Et puis surtout que Messi, à chaque fois qu'il perd une finale, il se retire de la sélection argentine pour faire pleurer un peu les Argentins. Parce que si en Europe on est vraiment fan du garçon, en Argentine bien sûr on l'aime bien, mais on commence à de plus en plus le discuter, surtout dans son match face à la France où il s'est fait bouffer comme je sais pas quoi par N'Golo Kanté. Enfin bref, à un moment on attend Messi, il est pas souvent là, et son titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde 2014, ça a semblé bizarre pour un peu tout le monde. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais conclure sur Lionel Messi. C'est sûrement mon joueur préféré, je pense, après Johan Gourcuff bien sûr. Et Amateur du Stade Rennais. et pour moi, c'est un des plus grands joueurs de tous les temps, même si j'en ai pas vu jouer beaucoup. Des joueurs de ce calibre-là. Après Johan Gourcuff aussi, et puis après Abou Diaby également, un an d'Abou Diaby. Mais voilà, donc c'était mon amour pour Lionel Messi, rédigé hier soir entre 1h et 3h. J'espère Et que ça vous on aura dirait pas, c'était parfait. Merci beaucoup, bravo. Titouan. C'est beau. Et maintenant, on va bouger un peu à l'est de l'Argentine et là, on va atterrir en Uruguay. Et c'est là que Louis va intervenir. Exactement. Et tout d'abord, bonjour à tous, amis aficionados de vrai football, le football qu'on aime tous, ce football sud-américain qui respire la technicité, le beau jeu, le spectacle. Eh bien, je vais vous parler de tout le contraire. Avant le fameux Joga Bonito de Mathieu, je vais vous parler de l'Uruguay. Cette équipe Oh, aujourd'hui le toqué réputée- colombien, c'est jamais, c'est incroyable. Non, pas important, ça, peu important. Pas de trophée, T'as pas gros, y a choisi la rien. bonne chronique. Y a pas de trophée, y a rien. Donc cette équipe aujourd'hui réputée pour être forte défensivement et dure sur l'homme. Donc ce pays d'Amérique du Sud, plutôt petit par la superficie, mais grand par le palmarès footballistique, puisqu'il faut savoir qu'il a gagné 2 Coupes du Monde, notamment, vous le devez savoir, c'était l'Uruguay, le revainqueur de la toute première Coupe du Monde, qui était en... 1930. Exactement. Et après, il en a battu ils ont gagné une terrible face à mon équipe. J'en viendrai, je vais en parler. Et donc le deuxième sacre mondial qui était en 1950. On peut également ajouter 2 sacres olympiques à leur palmarès, en 1924 et 1928, mais surtout c'est le pays le plus titré sur son propre continent, avec 15 titres de vainqueur de la Copa América. Donc l'équivalent de l'Euro de football en Amérique du Sud. Alors qu'ils sont 2 millions. Et quand même, hein, c'est beau. Soit plus que Ça fait n'importe un quel beau autre rapport pays. Copa América habitant. Quoi. Ah ouais. Donc un beau palmarès en somme pour ce petit pays, ne comportant que 2 millions d'habitants, comme il l'a dit. L'Uruguay est surnommé la Céleste, donc un surnom qui vient tout simplement de la couleur bleu ciel de leur maillot, qui reprend les couleurs du drapeau national, ils ne se sont pas foulés. Donc je vous ai introduit l'Uruguay comme un pays où la défense et la rugosité prônaient sur le reste, mais il faut savoir qu'avant de s'être construit cette réputation, au début du XXe siècle, l'Uruguay était le pays roi du football. Après sa création en 1902, la sélection des footballs de Uruguay met peu de temps à se développer pour devenir une des meilleures sélections au monde, si ce n'est la meilleure puisqu'elle gagne les 2 premières Copa Américaines en 1916 et 1917, et qu'elle s'adjuge 6 trophées de cette compétition sur 12 éditions entre 1916 et 1929. T'es pas tombé sur la bonne équipe, Paul. Hein. Et oui, C'est facile de gagner quand il y a 3 équipes dans la compétition. Ouais. c'est pas faux, mais bon. Sur cette période, l'Uruguay rafle aussi 2 médailles d'or aux JO, comme je l'ai dit, notamment en nous tapant 5-1 en 1924 en France, chez nous à Paris, et en 1928 sans réellement d'adversité, à part sur la finale de 1928 où leurs homologues sud-américains, ces bougres d'Argentins, leur donnent du fil à retordre en faisant match nul avant de l'emporter difficilement 2-1 sur le match d'appui. C'était pour les décider bouchers du charcutiers vainqueur. qui jouaient à l'époque. Ah En fait. ouais, c'est ça, faut pas, c'est ça. faut pas être Genre, méchant. genre maintenant c'est compliqué, alors à l'époque j'imagine même pas, ils avaient des ciseaux sous leur crampons. Ça rigolait pas. S'ensuit ensuite la victoire marquante en Coupe du Monde en 1930 chez eux en Uruguay, la première officiellement organisée uniquement par la FIFA, car il faut savoir que si l'Uruguay possède à son palmarès 2 Coupes du Monde, elle a sur son maillot 4 étoiles au-dessus de son logo,
qui sont censés représenter les victoires en Coupe du Monde, mais cela s'explique par le fait que les JO de 1924 et 1928 étaient co-organisés en ce qui concerne le football par la FIFA. Ces 4 étoiles sont donc légitimes, donc commencez pas à crier au scandale parce que la France en a 2 de moins, bande de footix. Ça fait toujours de plus que la Belgique. Et, et au niveau du style de jeu? Donc pour en revenir à la Coupe du Monde 1930, l'Uruguay la remporte en proposant un style de jeu totalement opposé au style plutôt physique des Européens, en proposant un jeu léché très collectif et en faisant beaucoup de passes, en occupant la largeur du terrain. On pourrait comparer ce style de jeu à celui du grand Pep. Bien sûr, je parle pas de Genesio, mais bien de Guardiola et de son Barça. Mais on les gagne sur 2 matchs. Hein. C'est vrai, hein. N'oublie pas. S'ensuit ensuite des années assez bizarres pour l'Uruguay, puisque de 1930 à 1935, elle ne joue plus de compétition internationale, la faute notamment à une relation tendue avec l'Argentine, qui empêche le déroulement de la Copa América durant plusieurs années. L'Uruguay boycotte la Coupe du Monde 1934 en Italie, en réponse au boycott de certaines équipes européennes refusant de se rendre en Uruguay pour jouer la Coupe du Monde 1930. L'Uruguay ne défendra donc pas son titre de champion du monde pour des différends géopolitiques extrêmement importants avec l'Europe, du style « t'as volé mon goûter, alors je vais voler le tien ». En bref, t'as volé mon maté plutôt. c'est vrai, c'est beau, pas mal. Belle référence. En bref, l'Uruguay rejouera une compétition internationale en 1935 en remportant tout simplement une nouvelle fois la Copa América. Puis en 1938, on est reparti pour une guéguerre entre l'Uruguay et la FIFA concernant la décision de faire le mondial en France et non en Amérique du Sud, ce qui mènera encore une fois à la non-participation de l'Uruguay à la Coupe du Monde. Ensuite, l'Uruguay reprend un petit trophée dans l'édition 1942 de la Copa América, puis remporte, alors qu'ils sont loin d'être favoris, la Coupe du Monde 1950 face au Grand Brésil, qui est chez lui, au Maracanã de Rio, dans un match très ouvert qui se terminera sur le score de 3-2 pour la Céleste. Puis, pour finir les années 50, l'Uruguay remporte à nouveau 2 Copa América en 1956 et 1959. Sans se fouler, quoi. Voilà. Des trophées à l'appel, ça doit faire rêver quelques supporters du Stade Rennais, je pense. Et quelques chroniqueurs sur la Colombie. Ouh Écoutez, on est une équipe avec beaucoup de cœur. Vous avez un joli maillot, ceci dit, c'est bien ça. C'est vrai. Le Stade Rennais aussi. Et Louis, du coup, ça continue longtemps comme ça, cette razzia de trophées? Bah pas vraiment, puisqu'à partir des années 60, ça va se compliquer pour les Uruguayens, qui enchaîneront les performances médiocres en Coupe du Monde quand ils arrivent à s'y qualifier. Mais tout ça en continuant à remporter quelques Copa América par-ci par-là, avec des titres en 1967, 1983, 1987 et 1995. Blablabla. Rageux. L'Uruguay n'est plus souverain sur son continent, la Céleste n'arrive plus à se qualifier systématiquement pour les Coupes du Monde et remporte moins de Copa América par le passé, laissant le Brésil s'imposer et leur voler la vedette sur le continent, mais à l'international également. Mais le peuple uruguayen est fier et valeureux et continue à supporter ardemment sa sélection et à croire en elle. Et ils ont bien fait, puisque les années 2000 vont en quelque sorte replacer l'Uruguay sur la carte du football. En effet, une nouvelle génération menée par des joueurs techniques tels que Álvaro Recoba ou encore Diego Forlán à la chevelure pas moins soyeuse que ses 2 pieds, mais également par de valeureux soldats forts physiquement et mentalement, prêts à tout pour la réussite de leur équipe tels que Maxi Pereira, le joueur le plus capé de la sélection uruguayenne, le rugueux Diego Lugano, le polyvalent Christian Rodriguez ou encore un des meilleurs défenseurs de ces 20 dernières années, j'ai nommé Diego Godin. C'est donc avec cette... Pardon ? Il y a débat. Aucun débat. T'as intérêt de parler de Suarez à un moment ou à un autre, parce que sinon ça va pas aller. T'inquiète pas, ça arrive. C'est donc avec cette génération que l'Uruguay va renouer avec le plus haut niveau, notamment en accrochant la 3e place à la Copa América de 2004 et en perdant au tir au but en 2007 en demi-finale contre le futur vainqueur de la Copa América, le grand Brésil mené par le grand Matinho Olaninho, qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Ah bah triplé direct. Hein. Non, bien évidemment le Brésil qui fait rêver tout le monde, mené par les Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, mais que Zizou aura tout de même détruit à lui tout seul en 2006, soit dit en passant. Donc on assiste à un regain de forme de l'équipe juste avant la Coupe du Monde 2010, c'est ça? Exactement, oui. L'Uruguay arrive à cette Coupe du Monde pleine de confiance et sans réellement rien à perdre, surtout avec un Diego Forlán au sommet de son art. De plus, 2 attaquants très talentueux et complémentaires répondant au doux nom de Luis Suarez et Edinson Cavani ont rejoint la sélection entre-temps. Ils rencontrent en poule la France, contre qui ils obtiennent un nul très uruguayen sans but, 0-0, puis l'Afrique du Sud et le Mexique qu'ils battent tous deux sans prendre de but. Une phase de poule rondement menée qui les voit battre la Corée du Sud en 8e de finale sur le score de 2-1 et grâce à un doublé de Luis Suarez. Oui, el pistolero. Ils se qualifient donc pour la première fois depuis 40 ans pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde et affrontent le Ghana, équipe surprise de cette Coupe du Monde. C'était terrible. Quel match. Je vais en parler de ce match. Le match est très serré et l'on arrive dans le temps additionnel des prolongations, le score est de 1-1. Coup franc excentré pour le Ghana, centre, cafouillage dans la surface qui voit un Ghanéen faire une tête rageuse. Le gardien uruguayen étant battu, il va y avoir 2-1 pour le Ghana et l'Uruguay va se faire éliminer. Non. Mais c'était sans compter sur ce diable de Luis Suarez. La main de Dieu. Aussi talentueux Ils ont un vrai gardien. Aussi talentueux soit-il, il effectue un geste dénué de tout fair play. Il arrête le ballon des 2 bras, juste avant qu'il ne franchisse la ligne de but,
L'arbitre donne donc logiquement un carton rouge à Suarez et penalty pour le Ghana. Y a-t-il eu un jour du fair play chez Luis Suarez? Non, c'est vrai, ça c'est sûr. C'est pas le joueur le plus fair play. Mais ce soir-là, les dieux du foot ont choisi leur camp. Le pauvre Ghanéen croit avoir le penalty de la victoire, il y met toute sa volonté pour le transformer et qualifier le Ghana, mais le ballon vient s'écraser sur la barre et sort. Il y avait un Rennais qui jouait. Comme David Trezeguet. Exactement, mauvais souvenir. Score final 1 partout, nous irons au tir au but. Mais le sort s'acharne sur le Ghanéen et après une séance de tir au but intense, 4-2, c'est l'Uruguay qui se qualifie pour la demi-finale. Luis Suarez vient en quelque sorte de qualifier son pays pour une demi-finale de Coupe du Monde. Assez injustement. Comme Thierry Henry. Exactement. La main, en France, il aurait été conspué, Ah oui. alors que Uruguay, c'est un- en Uruguay, bah, c'est le héros c'est national. le héros, il a c'est bien le héros. fait, Complètement hein. d'accord. Non, c'est vrai. Voilà, Ouais, c'est vrai, ouais. l'équipe, elle monte. Bah, Ah, je suis parfait, d'accord. Mais puisque le football se veut juste, Suarez ne participera pas à la demi-finale du fait de son carton rouge. L'Uruguay affronte donc les Pays-Bas qui sont à leur meilleur niveau. Au terme d'une demi-finale très intéressante et peu ennuyeuse, c'est les Pays-Bas qui se qualifient pour la finale sur le score de 3-2. Donc l'Uruguay se battra donc pour la 3e place, mais en tombant en petite finale sur un ogre du football tel que l'Allemagne, ils n'obtiennent que la 4e place, mais sortent de la compétition avec la tête haute et surtout un titre de meilleur joueur de la compétition pour Diego Forlán, co-meilleur buteur du mondial avec 5 buts. En 2011, l'Uruguay, au meilleur de sa forme, remportera brillamment une nouvelle Copa América après 16 ans d'attente, aux dépens du Paraguay en finale. L'Uruguay redevient donc officiellement une place forte du football mondial dans les années 2010. Dépourvu de chance en 2014 pour la Coupe du Monde, l'Uruguay tombe sur le groupe de la mort avec le Costa Rica, l'Italie et l'Angleterre. Ils parviennent à se qualifier au dernier match de poule en arrachant la 2e place aux dépens de l'Italie 1-0 lors du dernier match, qui aura vu le très controversé Luis Suarez créer un nouveau scandale en mordant de toutes ses dents l'épaule du défenseur italien Chiellini. Et Chiellini l'avait cherché un peu pour l'ensemble de son œuvre aussi. Hein. C'est vrai que c'est pas un joueur très fair play aussi. Donc ça lui vaudra une suspension de toute compétition pendant 4 mois. Mais en 8e de finale, sans son attaquant vedette et sans son valeureux défenseur Diego Lugano blessé, la Colombie d'un grand James Rodriguez, n'est-ce pas Paul, Oui. élimine l'Uruguay. Un sentiment de déception règne et le comportement de Suarez aura fait tâche, mais ce n'est que partie remise pour la Coupe du Monde 2018. Dis-nous tout sur 2018. Alors, comme à son habitude, la phase de poule de la Coupe du Monde 2018 se passe sans accroc pour l'Uruguay, qui gagne tous ses matchs contre l'Égypte de Mo Salah, l'Arabie Saoudite et la Russie, sans encaisser de but. En 8e, ils éliminent tout de même le champion d'Europe en titre, le Portugal, sur le score de 2-1. Avant de tomber face à la France en quart et de sortir sur le score de 2-0 face à une équipe plus forte qu'elle, qui, n'hésitons pas à se le rappeler, ira jusqu'au bout. L'Uruguay n'a pas à rougir de son parcours tout à fait honorable. N'oublions tout de même pas que dans notre équipe française championne du monde, nous avons un digne représentant de l'Uruguay. J'ai pas entendu championne du monde. Oui, exactement, championne du monde, 2 étoiles. Nous avons un digne représentant de l'Uruguay, Antoine Griezmann, qui se sent uruguayen alors qu'il n'y a jamais mis les pieds. Si, ça y est, il y allait C'est bon, il y il y a allait, pas je sais longtemps. pas. Là. Il allait sur la terre de ses ancêtres. Il est allé au mariage de Godin. Voilà. Il a pas passé la douane. Petites infos people. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va devenir cette équipe dans un futur plutôt proche? Devenir alors- moins forte que la Colombie. Ça se discute, hein, franchement ça se discute. Mais aujourd'hui, l'Uruguay fait face à un problème assez fréquent dans le foot, la proche fin de sa génération dorée avec les Godin, Cavani, Suarez qui dépassent les 30 ans, et le manque de nouveaux jeunes joueurs prometteurs. Après, l'équipe peut encore compter sur quelques années sur des cadres, mais aussi sur des joueurs encore jeunes, tels que le rugueux défenseur Jiménez, le polyvalent Bentancur, ou encore l'excellent Lucas Torreira, pouvant faire la transition entre l'ancienne génération et, espérons-le pour l'Uruguay, une nouvelle génération dorée. Bah, merci beaucoup, Louis, pour ta chronique. On espère que ça ira, du coup, pour l'Uruguay. On espère. T'es uruguayen toi aussi maintenant comme Je suis uruguayen, Tim Griezmann. Moi, je suis Suarezien. Tout pour Suarez. Et du coup, si on part du nord de l'Uruguay, on arrive au Brésil. On arrive dans le vrai pays. Et bah, du coup, dis-nous tout sur le vrai pays. Mais attends, avant que tu nous dises tout. J'ai besoin d'un peu d'ambiance là. J'ai besoin de me sentir. Je crois que j'ai un petit quelque À chose. Copacabana. Voilà. Oh, là, ça me plaît là. Attendez, je le tente. Là, vous voyez pas, mais il jongle avec un ballon. Oh, devinez qui c'est. Et oui, vous avez tous reconnu, c'est Matinho, l'enfant du Joga Bonito, le Pelé de la capitale des Gaules, le Ronaldinho du Bas-de-Sept, le Romuan Zico du City près de chez toi. Oui, mon cher auditeur, c'est moi, et je viens te conter la fabuleuse histoire du football, comme je l'ai vécu. Celui qui part des favelas et qui se termine avec 5 étoiles sur un maillot jaune légendaire. Je ne parle pas de celui de Lance Armstrong, mais bien celui de la Seleção. Le Brésil, c'est là où je vous emmène. À commencer par São Paulo, dans le Sudeste. C'est ici précisément que la pratique du pied-ball a été introduite au Brésil en 1894 par le brésilo-écossais Charles William Miller. Ça part mal hein, au début. Ouais bah je savais justement pas que ce genre de double nationalité pouvait exister. Enfin brésilo-écossais doit pas y en avoir beaucoup. Donc il ramène cette année-là des maillots et des règles griffonnées sur un bout de papier et soumet le tout
au São Paulo Athletic Club, omnisport à l'époque, qui se transformera en yacht club pour gamins friqués de l'ouest de São Paulo. Les 3 premiers championnats de 1902 à 1904 seront remportés par le SPAC avec notre héros national au poste de buteur, commençant par là la sacralisation du jeu offensif. Ironie ou injustice de l'histoire, il n'existe aucune statue, aucun temple, aucune célébration pour le père de la deuxième religion brésilienne, tombé dans l'oubli face aux grands icônes du foot brésilien. Avec cette chronique d'ailleurs, je compte bien réparer cette infamie et que le million, au moins largement les 10 millions d'auditeurs qui m'écoutent, lèvent haut leur voix pour William Miller. Appelez même Jair s'il le faut, qu'il fasse au moins ça. Ça serait une belle reconnaissance. Le football, au début, il est fédéralisé. Donc il y a des championnats étatiques, mais pas de rencontre entre Rio et São Paulo, par exemple, qui ne sont pas dans le même état. Et pas de sélection nationale, du coup. Ce n'est qu'en 1914 que la sélection naquit. Contre l'Angleterre, évidemment, conclu 2-0 par la jeune équipe, ou 3-3 selon d'autres sources. Dur à dire. Mais l'important est de savoir que le Brésil n'a pas perdu son premier match international. Augure, il semblerait bien, puisque c'est le seul pays à avoir participé à toutes les phases finales de Coupe du Monde depuis le début, et également le recordman de titres, 5, c'est-à-dire autant que l'Espagne, la France et l'Argentine réunis, par exemple. Donc les Oriverdés sont parfois passés par des tragédies et des périodes creuses, comme le Maracanazo de 1950, donc face à l'Uruguay, ou plus récemment, la défaite 7-1 de Belo Horizonte contre l'Allemagne de Neuer et Lam. On est français pendant ce moment-là. Hein. Alors là, ça a été dur, là j'avoue. Je pleurais devant mon écran, mais bon. Ils ont pris un but de Sami Khedira. Hein. C'est là, Ouais, que t'as vu que t'étais fini. C'est quand même un bon choix, mais Oscar a marqué la 90e, rappelons-nous-en. Oscar, le joueur le plus surcoté de l'histoire. Bon, ils sont quand même toujours restés en haut de l'affiche malgré ces périodes de creux avec des équipes flamboyantes représentantes du Joga Bonito, de l'équipe de Leonidas, le diamant noir des années 30, à celle des 3 R, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo des années 2000, en passant par la victorieuse Pelé Garincha des 50s et la somptueuse Socrates Zico des années 70. Le Brésil, c'est le football. Socrates, t'as dit? Socrates. Ah. On dirait un autre joueur un peu moins bon, Socrates. Excellent, Mais alors, qu'est-ce qui explique cette force et la construction de ce jeu offensif et surtout esthétique qui a fait la renommée des Canarinho? Oh, j'adore quand tu dis Caranillo. Et ben, je vais te le dire. Donc, la raison principale à ça est historique et c'est lié à l'esclavage. Le dribble, principal élément de l'art du foot brésilien, a été introduit par les anciens esclaves et par les noirs, en général pour éviter les blancs sur le terrain. Ceux-ci étaient extrêmement violents. Les arbitres, logiquement, ne sanctionnaient pas les fautes sur ces hommes, sûrement moins dignes que le crampon des joueurs blancs, qui pouvaient bien essuyer sur les tibias ou sur les chevilles de leurs adversaires de couleur. Attends, tu parles du PSG là? Ah bah je te dis, à l'époque, c'était pas les mêmes règles pour les blancs et pour les noirs sur le terrain. Donc des feintes inédites sont mises au point pour éviter le contact. Le dribble permet à la base aux noirs de peau de s'intégrer dans le foot au Brésil. Donc le dribble brésilien se différencie de celui de ses voisins uruguayens ou argentins à la base. Ce n'est pas le même vice. Au départ, il est esthétique. C'est le jeu près de la ligne, les feintes et trucages pour jouer ou pour marquer. En face, ce sont surtout des techniques plus défensives, basées sur la grinta, mélange de roublardise et de fighting spirit. C'est un vice différent et surtout moins beau. Cette manière de jouer a marqué la grande histoire du foot brésilien et plus encore l'histoire du sport. Mais après toutes ces décennies de succès, le jeu brésilien semble s'être terni, ou du moins a perdu de sa superbe au vu des résultats actuels, me direz-vous. C'est possible, mais les grands amateurs de foot que vous êtes m'imploreront les yeux mouillés de dire que le Joga Bonito n'est pas mort, qu'il existe encore, que cet idéal ne s'est pas éteint. Eh bien, ne vous inquiétez pas, mes petits tifosi, mes Hervé Matou, mes Alex Hunter, partout dans le monde. Oui, la flamme brésilienne existe toujours, que ce soit dans la mémoire des abonnés du Maracana ou dans le cœur des enfants de Belém. Il peut aussi et surtout être porté à l'avenir par des pieds d'artistes, brésiliens ou pas, de Ben Arfa à bien sûr Neymar, en passant par la jeunesse dorée des Mbappé, des Rashford, des Sané. Faites-nous toujours rêver, faites aimer le foot aux sceptiques, faites vibrer d'un geste un stade entier. Soyez les héros de cet art de vivre. Joga Bonito, never ends. Merci Mathieu, je crois que ça mérite des applaudissements. Là, franchement, là j'ai des frissons. La jeunesse dorée de Sané et Rashford, je suis moyennement d'accord. Bah non mais après, ce que j'ai fait, je suis allé sur FIFA, j'ai regardé les meilleurs notes dribble. Voilà, Rashford, j'ai fait moins de 22 ans, meilleur note dribble, Mbappé, Rashford, Sané. Je voulais pas mettre Dembélé, j'avais pas mettre trop de français, mais voilà. Si vous avez d'autres propositions, allez-y, je vous écoute.
Et bah, Rachid merci, Gheza. merci à tous pour vos Je chroniques. tiens juste qu'à dire qu'on n'est pas payé, mais qu'on fait des meilleures chroniques que Pierre Ménez. Hein. Oh, J'espère j'espère. qu'il va écouter ça. J'espère Péfut, il va nous retweeter. Ultimo Diaz aussi, si vous êtes là, je suis là pour être recruté à tout moment. Mais avant de terminer ce spécial foot, moi je trouvais qu'il manquait un peu de féminité. Du coup, je vais vous dire quelques informations sur le foot féminin en Amérique du Sud. Alors, je vais commencer par une date importante, 2009. Des idées de pourquoi c'est important pour le football féminin en Amérique du Sud? Première équipe féminine du sud-américaine à participer à une Coupe du Monde, un truc comme ça. Non Non, c'est pas ça. Première Alors, Copa América des filles. Ah ouais. Création, ouais, c'est ça. Alors, Voilà. le 3 juillet 2009, la Confédération sud-américaine de foot, elle officialise la création d'une Copa Libertadores féminine. Et du coup, ça va regrouper les meilleurs clubs de foot féminin de la compétition. Et cette première édition en 2009, elle va regrouper 10 clubs et voit la victoire écrasante du club brésilien Santos face à l'Universidad Autónoma de Asunción du Paraguay. Et devinez le score. 9-0, 9-1. 9-0, 9-0, bien joué. Premier coup. Je vous jure, j'avais pas lu. Bien joué. Bon, du coup, j'ai regardé un peu le palmarès. Il y a surtout le Brésil qui a gagné 7 fois sur 10. Voilà quoi. Les autres fois, on avait un club du Chili. Une fois, c'était un club colombien et le Un trophée Paraguay, pour la je crois. Colombie. Ouais, ils sont là. Bon, du coup, c'est pas encore trop ça, c'est surtout le Brésil, mais voilà, c'est en progrès. Et mondialement, j'ai regardé le classement mondial féminin de la FIFA. Et dedans, on trouve le Brésil en 10e place. Du coup, toujours le Brésil vraiment pas C'est mal. Martha, la grande joueuse du Brésil, je crois. Oui, c'est exactement ça, c'est PSG. Martha. Elle joue au PSG. Martha. Il me C'est semble qu'elle Formiga joue au qui PSG. joue au PSG. Bah, Martha, elle a joué au PSG, Ah ouais je suis sûr. Bah, je te Après, crois. à vérifier, Je suis pas un spécialiste, vérifiez tous Il me ceux semble qui qu'elle a écoutent, joué mais il me qu'au semble bien Brésil qu'elle a et joué aux au PSG. États-Unis à la limite, mais Et sinon, on trouve aussi dans ce classement mondial, mais bien après, on trouve la Colombie en 26e. C'est respectable quand même. Et de 36 à la 38e position, on a dans l'ordre Argentine, Costa Rica et Chili. Donc pour l'instant, ça va doucement. Il y a juste le Brésil qui s'impose. Mais voilà, ça progresse et je trouvais que c'était des informations importantes. Très intéressante, merci Et- beaucoup. et- Est-ce qu'il joue Joga Bonito, l'équipe du Brésil, du coup? Est-ce que t'as regardé un peu des Que matchs? toutes les filles jouent Joga Bonito, il n'y a qu'à regarder, c'est magnifique. Est-ce que... Bah, on pourra regarder, on le dira. Wow. Le mec vient... Il vient de valider tous les clichés sur le foot. Non, c'est vrai. Bravo par Maxime. contre. C'était vraiment vrai hein, ce que je dis. Hein. C'est réel. Les filles jouent mieux, c'est plus joli à regarder que les garçons des fois. Il y a moins de physique, des choses comme ça, c'est sûr, mais. Pas de tacle avec la gorge. Et ben en tout cas, merci à tous et merci à ceux qui nous écoutent. Et je vais terminer sur cette petite musique parce que je trouve que c'est joyeux. On va continuer sur ça. Oui. À bientôt. Samba. Vous voyez pas, mais Paul il est en train de faire une capoeira. Une capoeira colombienne. Ich bin ein Berliner. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. Je vous ai compris. C'est un vieux pays. Vive le Québec libre. I have a